monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Donald Trump s'active sur le dossier ukrainien. Le président américain a eu son homologue russe au téléphone et entend commencer à négocier immédiatement. Nous aborderons ensuite la situation en Roumanie avec un nouveau rebondissement dans la saga de l'élection présidentielle. Elon Musk, l'hyperactif du gouvernement américain, l'homme d'affaires, a pris la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, où il multiplie les sorties chocs. Et enfin, en France, François Bayrou résiste aux motions de censure, mais doit faire face à un scandale déterré par la gauche. La guerre en Ukraine pourrait-elle être terminée dans quelques mois? Les derniers échanges entre Washington et Moscou semblent converger vers une fin prochaine du conflit. La Russie et les États-Unis vont commencer à négocier immédiatement, selon le président américain Donald Trump, qui s'est ainsi exprimé sur son réseau Truth Social, vantant une conversation très productive avec son homologue russe. En effet, les deux hommes se sont eus au téléphone pendant 1h30 mercredi, selon le porte-parole du président russe Dmitri Peskov. Le président russe a par ailleurs invité son homologue à Moscou. Un tel déplacement n'a pas eu cours depuis la présidence Obama. Au immédiatement de Trump, la diplomatie russe a répondu par assez rapidement, ce qui semble témoigner à première vue d'une sorte d'alignement entre le Kremlin et la Maison-Blanche, au moins sur la nécessité de négocier. L'administration Trump, que l'on voyait très active dans le dossier palestinien, semble passer la seconde sur l'Ukraine et, à défaut de régler le conflit en 24 heures, comme avait pu le déclarer le candidat républicain, l'échéance de 100 jours donnée en janvier par celui qui est devenu président à son émissaire en Ukraine semble plus proche de la réalité, même si un tel délai apparaît tout de même bien court. Et alors que mercredi, Trump et Poutine causaient au téléphone, le secrétaire de la Défense précisait les plans américains aux alliés de l'OTAN lors d'une réunion au siège de l'organisation à Bruxelles. Pete Hegseth a ainsi donné la ligne qui sera celle des États-Unis, appelant, je cite, à la fin du massacre, brusquant par sa clarté des diplomates occidentaux pas habitués à un tel ton. Le diplomate a écarté l'envoi de troupes américaines et l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et affirmé que les Européens devront assurer l'essentiel du soutien à Kiev. Le secrétaire à la Défense a également écarté l'idée d'une capitulation de Kiev, mais a estimé qu'un retour aux frontières d'avant 2014 était illusoire, c'est-à-dire l'idée d'une Crimée ukrainienne. Le message envoyé aux États européens et à l'Ukraine est assez clair. La paix se négociera essentiellement entre Moscou et Washington. Par ailleurs, les membres européens de l'OTAN sont invités désormais à prendre en charge une part, je cite, écrasante du soutien civil et militaire à l'Ukraine. En cas d'entêtement guerrier très improbable des États de l'Ouest européen, ce sont les partis pro-paix, de droite comme de gauche, mais toujours populistes, qui pourraient en profiter. Du côté des États européens, les réactions ne se sont pas fait attendre. Le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, s'est ainsi interrogé sur France Info. La question qui se pose aujourd'hui pour nous tous, c'est comment aboutir à une négociation qui serait équitable et donc mettre les Ukrainiens dans un rapport de force favorable, et puis surtout comment garantir une paix juste et durable. Même si demain vous avez une fin des combats, se posera la question de la dissuasion d'une future agression de la Russie et donc des garanties de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a lui évoqué sur X les accords de Minsk de 2015, estimant que la Russie avait violé ceux-ci et d'affirmer, je cite, « Si nous voulons durablement repousser la menace et garantir la paix, nous devrons faire plus et mieux ». Un ton de moins en moins guerrier, donc, à l'image de l'Allemagne qui a déjà baissé d'un cran depuis quelques mois. Le chancelier Olaf Scholz a dit refuser une paix imposée à Kiev et son ministre de la Défense a lui regretté les concessions faites par Washington à Moscou avant même le début des négociations. Les chancelleries européennes pourraient bien être condamnées à constater l'inutilité des dépenses engagées dans la guerre en Ukraine d'ici quelques mois et les ministres encore un peu bavards tenteront d'expliquer que ce soutien a permis d'éviter le pire, ce qui sera difficile à établir. De son côté, la Chine s'est dite contente de voir Washington et Moscou renforcer leur communication. L'Occident européen semble une nouvelle fois passer à côté de l'histoire, se cherchant inutilement un ennemi hier et perdant un allié incertain aujourd'hui. Le réveil pourrait être très rude pour Bruxelles. Reste que la guerre n'est pas finie et que les négociations pourraient durer longtemps avec le risque de voir des opérations de déstabilisation avoir lieu d'un côté comme de l'autre et d'empêcher un règlement pacifique du conflit. Nouveau rebondissement dans la saga de l'élection présidentielle roumaine. Klaus Iohannis, le président sortant, vient de démissionner pour éviter une destitution. Nicolas de Lamberterie.
L'imposture du maintien anticonstitutionnel à la présidence roumaine de l'européiste Klaus Iohannis s'est soudainement terminée hier matin. En effet, depuis le mois de décembre, Klaus Iohannis, issu de la minorité allemande de Roumanie, était toujours en poste à la présidence de la République roumaine, son second et dernier mandat ayant été prolongé en raison du putsch de la Cour constitutionnelle qui avait annulé le 6 décembre dernier le résultat de l'élection présidentielle, lors duquel le candidat hors système Călin Georgescu était contre toute attente sorti en tête du premier tour. Le prétexte de l'annulation d'élection était une supposée ingérence russe via le réseau social chinois TikTok, avec des comptes soutenant la candidature de Georgescu qui aurait été financée par Moscou. L'eurocratie s'était empressée d'applaudir une décision déjà en soi ahurissante, puisqu'elle suppose que l'on peut annuler un scrutin si les électeurs, tels des enfants mineurs, ont été corrompus en étant exposés à tel ou tel contenu. Mais surtout, juste avant Noël, on apprenait que ces comptes TikTok avaient été financés par des hommes d'affaires roumains proches du président sortant Klaus Iohannis et n'avaient donc rien à voir avec Moscou. Depuis lors, une période de flou et d'incertitude s'est emparée de la vie publique roumaine, même si Iohannis a continué d'exercer ses fonctions de président, comme si de rien n'était. Néanmoins, face à la gronde de l'opinion publique, à la détestation de Iohannis et aux sondages qui donnent toujours Georgescu gagnant de la prochaine présidentielle qui devrait être réorganisée en mai, les parlementaires ont fini par se décider à agir. Conformément aux dispositions de l'article 95 de la Constitution roumaine, les députés et sénateurs ont lancé une procédure visant à suspendre les fonctions du président de la République, qui a préféré démissionner avant le vote fatidique qui aurait été suivi d'un référendum de destitution. Dans son allocution de départ, Klaus Iohannis a bien entendu évoqué des motifs politiques et altruistes, en expliquant que le référendum qui aurait nécessairement, au terme de la Constitution, dû être organisé dans un délai de 30 jours à compter de sa suspension, donc pour éviter la tenue d'un tel référendum, sous-entendu, éviter surtout que ce référendum ne se transforme en plébiscite en faveur de Călin Georgescu. Mais on peut aussi penser à des motifs plus égoïstes, dans la mesure où cette démission, du coup, permet à Klaus Iohannis de quitter le palais de Cotroceni avec un statut d'ancien président et tous les avantages associés, comme dans la plupart des républiques du monde. Alors que si il avait attendu quelques heures de plus, en fait, à ce moment-là, il risquait de se retrouver avec le statut d'un président déchu qui est moins avantageux. C'est plutôt un service que Klaus Iohannis rend au camp euromondialiste, dans la mesure où Klaus Iohannis était déjà depuis longtemps en Roumanie un cadavre politique. Iohannis constituait donc plutôt un boulet que se traînait le camp euromondialiste roumain en vue des présidentielles de mai, et son remplacement par le président du Sénat, Ilie Bolojan, issu du même parti que Iohannis, est probablement plutôt un avantage pour ce camp, où le moins qu'on puisse dire de Bolojan est qu'il est moins connu, notamment moins connu en mal, dans l'opinion publique roumaine, que ne l'était Iohannis au moment de sa démission. De façon déroutante, on constatera qu'une bonne partie des organes de la presse française ont repris l'information de la démission de Iohannis en continuant de faire référence aux mensonges désormais parfaitement avérés d'une ingérence russe et en omettant de façon quasi systématique dans leurs analyses de rappeler qu'en réalité, Călin Georgescu, le favori de la dernière et de la prochaine présidentielle roumaine, est surtout aligné sur les républicains américains et sur Donald Trump. J'ai souvent l'impression que les gens qui s'expriment à propos de la Roumanie, en dehors de la Roumanie, non seulement connaissent mal leur sujet, mais en plus partent du principe que leur public ne s'intéresse pas tellement à la Roumanie. Et donc, pour rendre leurs propos un tant soit peu intéressants, ils ont effectivement tout intérêt, qu'ils soient sincères ou pas, à essayer de connecter ça à de grands enjeux géopolitiques. C'est vrai dans les deux camps, du côté euromondialiste, du mainstream, de la Macronie, disons, en France. On s'accroche avec les dents à cette histoire d'ingérence russe qui ne tient à rien, qui est un pur hologramme. Mais quand, par exemple, l'envoyé spécial de Donald Trump, un certain Grenell, est passé à Bucarest
comme par hasard, la veille de l'annonce de la démission de Klaus Iohannis. Il a fait des déclarations qui, d'une part, niaient cette ingérence russe, et là je pense qu'il avait parfaitement raison, mais qui, d'autre part, affirmaient qu'en revanche, l'administration Biden, elle, s'était rendue coupable d'ingérence dans le processus électoral roumain en 2024, ce dont pour ma part, je doute. J'ai plutôt l'impression que l'administration Biden, exactement comme la commission von der Leyen, a donné rétrospectivement son feu vert à une initiative locale qui devait plutôt les effrayer qu'autre chose. Qu'importe si la Commission européenne a initié ou simplement suivi le coup d'État constitutionnel roumain de décembre dernier. Il n'en reste pas moins que désormais, la tentation autoritaire est plus forte que jamais à Bruxelles pour suivre le modèle initié à Bucarest. D'autant que dans les prochains mois, outre la guerre commerciale de Trump contre une économie européenne déjà en berne, la facture de la guerre en Ukraine va arriver sur la table des Européens, les États-Unis ayant clairement annoncé qu'ils comptaient leur laisser le fardeau du champ de ruines, qui sera en outre à surveiller de près, étant donné qu'il sera peuplé d'anciens soldats surarmés et psychologiquement probablement troublés. Raison de plus pour serrer la vis en interne des pays européens, du moins jusqu'à ce que la corde finisse éventuellement par rompre, sous l'effet des colères populaires. Elon Musk dirige-t-il les États-Unis? L'homme le plus riche du monde a pris la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale, alors que ces entreprises sont souvent liées à l'État fédéral. Mélange des genres, assumé ou conflit d'intérêts? Élément de réponse avec Louis Torcy. Il aura fallu revenir à la charge 3 fois pour que Elon Musk convainque Donald Trump. Lors d'une conversation de 2 heures sur le réseau social X en août dernier, Elon Musk suggère à Donald Trump la création d'un département de l'efficacité gouvernementale, le DOGE en anglais, en référence au même favori d'Elon Musk et de sa crypto-monnaie. Je pense que ce serait génial d'avoir une commission de l'efficacité gouvernementale qui jette un œil à ces choses-là et qui s'assure que l'argent du contribuable, l'argent durement gagné du contribuable, est dépensé de la bonne manière. Et je serais heureux d'aider une telle commission. Officiellement, l'idée est simple, réduire les dépenses inutiles pour utiliser plus efficacement l'argent du contribuable américain. L'un des principaux rôles de ce département sera de supprimer des régulations jugées excessives, une orientation que Musk appelle de ses vœux depuis plusieurs années. Vous savez, c'est assez choquant, mais je crois qu'il y a environ 428 agences fédérales. Ça fait presque 2 agences par an depuis la fondation du pays. Et d'autres continuent d'être créées. J'appelle cela de l'étranglement par régulation excessive. C'est fou. Je pense qu'avec une présidence Trump, on a une vraie chance de réduire la taille du gouvernement, d'avoir des régulations intelligentes et de donner la liberté au peuple américain de faire ce qu'ils veulent. Un mois après l'arrivée de la nouvelle équipe au pouvoir, Musk a déjà taillé dans le vif. En témoignent les coupes drastiques dans le budget de l'USAID, l'agence américaine de développement, spécialiste de l'ingérence et des déstabilisations à l'étranger. Un secret de polichinelle révélé au grand jour. En fouillant dans les comptes, le DOGE a même découvert la preuve que le Covid-19 avait bien été créé dans le laboratoire P4 de Wuhan en Chine, laboratoire en partie financé par l'USAID. Mais en parallèle de ces coups de pied dans la fourmilière, une ombre colle à la peau de la mission de Musk. En effet, l'essentiel de sa fortune est étroitement lié à des contrats avec le gouvernement fédéral américain. Tesla a ainsi longtemps été subventionné par l'État et ce dernier est surtout le principal client de SpaceX. Le Pentagone a par exemple dépensé des millions pour que l'entreprise déploie son réseau de satellites Starlink en Ukraine, une intervention capitale, comme nous le rappelait récemment le géopolitologue Pascal Boniface. Il a déjà joué un rôle géopolitique extrêmement important. C'est grâce à lui que l'Ukraine n'a pas cédé face à l'offensive russe en février 2022, puisqu'il a mis à disposition de l'Ukraine Starlink, mais ensuite il a proposé un plan de paix qui reprenait plus ou moins les propositions de Poutine. Ainsi, la santé économique des entreprises de Musk dépend pour beaucoup de leur relation avec l'État fédéral. Et si Musk veut faire tomber les régulations, il a aussi beaucoup à y gagner. À plus forte raison que ces entreprises ont maille à partir avec les agences fédérales. Des procès sont par exemple en cours concernant des cas de maltraitance animale dans les recherches de Neuralink. D'autres agences s'inquiètent de l'impact écologique de SpaceX ou encore des défis éthiques posés par les voitures autonomes de Tesla.
Pour Musk, l'objectif affiché est simple. Quand on mettra le Doge en place, combien vous pensez qu'on peut économiser sur un budget gâché de 6,5 billions de dollars mis en place par Biden et Harris? Je pense qu'on peut faire au moins 2 billions. Or, si le Doge vise donc à optimiser l'argent des Américains, tout porte à croire que les affaires d'Elon Musk devraient donc aussi en profiter. Conscient du hiatus, le milliardaire a récemment voulu rassurer. La transparence est ce qui construit la confiance. Il ne suffit pas d'affirmer la confiance, de dire qu'on est digne de confiance. Il faut de la transparence pour voir tout ce qui se passe. Et vous pourrez voir si je fais des choses qui avantagent mes entreprises ou non. C'est complètement évident. Si le rôle du Doge n'est en effet pas de choisir les entreprises auxquelles iront les contrats fédéraux, la dérégulation ne peut que bénéficier à Musk en permettant de faire voler en éclats les carcans fédéraux qui bloquent les entreprises du milliardaire. Une manière de réguler les régulateurs qui pourrait bien constituer une solide affaire de conflit d'intérêts. François Bayrou, pointé du doigt dans une affaire de pédocriminalité. La gauche, experte en la matière, a déterré une affaire abominable qui éclabousse le Premier ministre, Renaud de Bourleuf. Bayrou résiste aux motions de censure, mais survivra-t-il au scandale? La gauche met en avant une affaire de pédocriminalité, l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Il s'agit d'un établissement scolaire privé sous contrat avec pensionnat situé dans les Pyrénées-Atlantiques, un territoire que François Bayrou connaît bien, ayant été conseiller général de ce département de 1982 à 2008, dont 9 ans en tant que président. Il a été député de la 2e circonscription de ce département à plusieurs reprises entre 1986 et 2012, et il est depuis 2014 maire de Pau. De plus, son épouse a donné des cours de catéchisme dans cette école Notre-Dame de Bétharram, et leurs enfants y ont été scolarisés. Or, une affaire de pédocriminalité y a été réouverte au début de l'année 2024. Le parquet de Pau reçoit une plainte pour des faits de violence physique et sexuelle. Tout au long de l'année, 112 plaintes sont déposées sur des faits s'étalant des années 1950 aux années 2000. Les suspects sont des ecclésiastiques et des surveillants. Leurs victimes avaient pour la plupart entre 8 et 13 ans. Un an plus tard, ce début de mois de février, Mediapart publie une enquête y affirmant explicitement que François Bayrou a menti pour défendre l'institution Notre-Dame de Bétharram. L'article y évoque la première affaire judiciaire liée à cette école en 1996. Un surveillant général est accusé d'avoir frappé violemment un élève de 14 ans. À ce moment, François Bayrou est ministre de l'Éducation nationale et un de ses enfants est scolarisé à Notre-Dame de Bétharram. Il se déplace avec Philippe Douste-Blazy, ministre de la Culture, pour y suivre les travaux de rénovation du bâtiment. Il s'exprime alors sur l'affaire, estimant que les Béarnais ont un sentiment d'injustice, mais qu'il laisse la justice suivre son cours. Le surveillant est plus tard condamné à une amende. Mediapart révèle une deuxième affaire qui a éclaté en 1998, alors que François Bayrou a quitté la rue de Grenelle. Un prêtre, ancien directeur de l'établissement, est accusé de viol. L'enquête n'ira pas loin, le suspect se suicidant. L'épouse de François Bayrou assiste à ses obsèques. Plus tard, en 2024, un juge révèle que François Bayrou était alors venu le rencontrer en privé et l'aurait questionné au mépris du secret de l'instruction. Selon le juge, il s'inquiétait pour son fils scolarisé dans l'établissement et avait du mal à croire en la culpabilité du suspect. Pour Mediapart, c'est une preuve qu'il savait et n'a rien fait. Mardi, le député LFI du Val d'Oise, Paul Vanier, interpellé le Premier ministre sur le sujet. Depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles? Les accusateurs disent qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Alors j'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. François Bayrou tente de se défendre en avançant ce qu'il appelle 2 preuves. La première de ces preuves, c'est que lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois. Ce qui est vrai concernant la première plainte pour agression sexuelle en 1998. Il avait quitté la rue de Grenelle en juin 1997. Il fait cependant l'impasse sur la première plainte pour agression physique en 1996, sur laquelle il s'était exprimé. Mediapart avait exhumé un article des archives du Sud-Ouest. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Une réponse à première vue imparable, même si les soupçons étaient bien à l'époque mis sur la table. Mais dès le soir même, Mediapart envoie une nouvelle salve.
Le site publie une lettre adressée à François Bayrou par une ancienne victime qui avait subi des attouchements dans les années 50. Le courrier a été envoyé à la mairie de Pau à l'intention de François Bayrou en 2024. Reste à savoir si le maire ouvre lui-même le courrier. Il est aussi mentionné une discussion avec une enseignante qui aurait évoqué personnellement ses craintes au sujet des comportements de certains surveillants avec François Bayrou, lequel aurait minimisé l'affaire. Enfin, Mediapart revient sur les inexactitudes du Premier ministre concernant la plainte pour violence physique qui a été déposée alors qu'il était encore à l'Éducation nationale. Mercredi, le sujet a de nouveau été porté à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Que votre mensonge porte sur une affaire pédocriminelle ajoute à l'inacceptable. Allez-vous, monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? Dès qu'il s'agit de faire de la polémique, on considère qu'on peut tout dire. Reste à savoir sur quel fondement François Bayrou pourrait être incriminé. Le gouvernement socialiste qui a nommé Jacques Lang à l'Éducation nationale en 2000 n'a pas été particulièrement actif non plus sur le sujet. De plus, il y avait déjà des affaires portées devant les juges. Qu'est-ce que l'ancien ministre de l'Éducation et élu local pouvait faire de plus? Peut-être que la gauche y voit un moyen de faire tomber le Premier ministre en le choisissant comme bouc émissaire. Il est peu probable que la méthode soit la bonne, non seulement François Bayrou devrait rester protégé par le socle commun, et la gauche pourrait être rattrapée par son lourd passé en la matière. Du journal Libération qui faisait la promotion du Front de libération des pédophiles, à Pierre-Alain Cotineau, le militant LGBT membre de LFI, qui a violé une enfant handicapée de 4 ans dont il avait la garde, en passant par Daniel Cohn-Bendit, les casseroles sont lourdes. Et si François Bayrou a des oublis concernant Notre-Dame de Bétharram, d'autres ont une très bonne mémoire. Jacques Lang l'a appris à ses dépens. Samedi, alors qu'il passait près d'une manifestation contre la pédocriminalité, il a été accueilli au cri de violeurs d'enfants et des bousculades l'ont même conduit à l'hôpital. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Jamais 304, mercredi, une 4e motion de censure a été déposée après le nouveau 49.3 utilisé par François Bayrou pour faire passer sans vote le budget de la sécurité sociale. Une fois de plus, la motion a échoué, ne réunissant que 121 voix, loin des 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Un résultat qui n'a rien de surprenant, le PS et le RN n'ont pas voté la motion déposée par leur groupe LFI. Fustigeant l'attitude du Parti socialiste et y voyant, je cite, un changement d'alliance, le parti La France Insoumise appelle à manifester le samedi 22 mars. La manifestation aura pour slogan « Contre le gouvernement Bayrou, l'extrême droite et ses idées ». Attaque à la grenade à Grenoble. Mercredi vers 20h, une explosion a eu lieu dans un bar du quartier diversifié du village olympique à Grenoble. Une grenade a été lancée par un individu qui a pris la fuite. 12 personnes ont été blessées, dont 6 hospitalisées en urgence absolue. Le parquet affirme que la piste terroriste n'est pas privilégiée et que le règlement de compte lié à la drogue est plus probable. En 2024, on recense dans la ville une 50aine de fusillades. Pour près de la moitié, un lien était établi avec le narcotrafic. Le jour de l'attaque, le journal Libération publie un entretien du maire Les Écologistes Éric Piolle. Interrogé sur les accusations de laxisme par ses adversaires politiques, il répondait, je cite, « À vrai dire, je m'en fous un peu. Quand il ne reste que des critiques sur ces sujets, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles ailleurs. » Et pendant ce temps, LFI bataille pour la sécurité des pigeons. Une proposition de loi est actuellement étudiée par la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Le texte a été déposé à l'initiative du député LFI Ercilia Soudé et 68 parlementaires de son groupe. Il vise à interdire les méthodes cruelles sur les pigeons, ce qui comprend les méthodes létales et leur stérilisation chirurgicale. L'actualité internationale en bref. Autriche cherche chancelier. Le chef de file des nationalistes autrichiens et du FPE a fait savoir mercredi que les négociations pour aboutir à une coalition n'ont pas abouti. Herbert Kickl a déploré qu'en dépit de concessions, les discussions se sont trouvées dans l'impasse avec les conservateurs de l'OVP qui ont déjà travaillé par le passé avec les nationalistes mais se montrent durs en affaires. Le responsable des nationalistes a dû se résoudre à remettre le mandat qui lui avait été confié le 6 janvier dernier. 3 scénarios semblent désormais possibles, des négociations entre l'OVP, les conservateurs et les sociodémocrates du SPO, arrivés respectivement en 2e et 3e position, la mise en place d'un gouvernement technique ou même de nouvelles élections.
Donald incite Mickey à se passer de l'arc-en-ciel. Le géant du divertissement Disney va alléger les avertissements considérés comme woke dans les dessins animés comme Dumbo, Peter Pan ou encore les Aristochats. À l'image de nombreuses entreprises américaines, et cela avant même l'élection de Donald Trump, la firme commence à se défaire des lubies diversitaires et victimaires faites d'antiracisme et de culte des minorités en tout genre. Lors de son premier jour à la Maison-Blanche, le président Trump avait signé un décret déclarant illégaux les programmes et politiques de DEI pour diversité, équité et inclusion au sein de l'État fédéral. En abandonnant son catéchisme gauchiste, Disney entend non seulement se conformer à la nouvelle donne politique, mais aussi reconquérir le cœur de l'Amérique, alors que la marque, longtemps chérie des Américains, était devenue en 2023 la plus détestée du pays. Qui a tué JFK? L'administration remet une pièce dans la machine à théorie concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas, Texas. Anna Paulina Luna, élue en Floride et chef du groupe de travail missionné par le gouvernement de Donald Trump, a avancé qu'il y avait 2 tireurs lors du meurtre du 32e président des États-Unis. Le FBI aurait ainsi redécouvert des milliers de documents sur l'affaire qui relancent les doutes sur la version officielle. La nouvelle commission d'enquête tiendra sa première audience en mars et elle portera sur le meurtre de l'ancien président dont le neveu se trouve dans le nouveau gouvernement. Donald Trump a également promis que seraient publiés des documents sur l'assassinat du sénateur et frère de JFK, Robert Kennedy, ainsi que sur l'assassinat du pasteur Martin Luther King, tous les 2 tués en 1968. Explosion mortelle à Taïwan. Jeudi, à Taichung, deuxième ville du détroit, le 12e étage d'un centre commercial a explosé, provoquant au moins 4 morts et une vingtaine de blessés, parmi lesquels des passants dans la rue. Le site était fermé pour cause de travaux. Plus de 200 personnes résidant dans le quartier ont été évacuées. Une enquête est ouverte et la piste de l'accident lié au gaz est privilégiée. Ce ne serait pas la première fois à Taïwan. En 2014, une série d'explosions provoquées par des fuites de gaz souterraines a tué plus d'une vingtaine de personnes dans la ville de Kaohsiung, dans le sud du pays. Ce soir, immédiat et un zoom ainsi qu'une chronique de l'avocat Gilbert Collard sur la chaîne YouTube Format court de TVL. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.